Merci à tous de vous être déplacés ce soir. On est très très heureux de vous avoir tous parmi nous. Ça fait longtemps qu'on avait envie d'organiser ce genre d'événement, les circonstances le rendant très compliqué, bien entendu. Donc c'est une première pour nous, hein, finalement. Didomi, on n'a jamais eu l'occasion de rassembler nos clients, nos partenaires dans une salle et voilà, d'avoir ces discussions, ces conversations ensemble. Donc c'est vraiment l'objectif de la soirée. On a prévu de commencer par une petite présentation sur une thématique qui, j'espère, vous intéressera et qui nous semble pertinente et utile pour le futur et dans un futur très proche. Donc, comment tirer profit d'un monde cookie-less grâce aux préférences utilisateurs. C'est aussi l'occasion de vous présenter plus largement notre vision sur ces sujets, ce sur quoi on travaille et comment est-ce qu'on aborde ces défis importants qui vous attendent. Donc ce soir, je suis accompagné par Antonio, qui est en charge de notre produit chez nous, Charlotte, que vous connaissez si vous êtes client d'Idomi, qui est directrice de la partie Customer Success, et Raphaël, que vous avez peut-être connu aussi si vous êtes client d'Idomi d'ailleurs. Donc l'idée, c'est d'aborder cette problématique qui nous semble pertinente, de la couvrir assez largement, à la fois du point de vue du contexte qui est autour de nous et qui conduit à ce constat de raréfaction des données, et de vous montrer surtout comment est-ce que nous on y réfléchit en termes de solutions, parce que depuis le début d'Idomi, c'est vraiment cette idée que face à ces défis, il ne faut pas rester en place, c'est plutôt se projeter, essayer de trouver de nouvelles approches, de nouvelles solutions pour appréhender cette transformation de nos métiers, des métiers très différents liés à la privacy, liés au marketing, à la relation client, à la donnée, et tout ça fait face à une transformation qui nous semble intéressante et bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème. Donc on va chercher à vous partager tout ça ce soir. Bien entendu, l'idée c'était vraiment d'alimenter les conversations par la suite, donc on est aussi extrêmement preneur de vos feedbacks sur cette vision, sur ces idées-là. C'est ce qui nous fait avancer, c'est comme ça qu'on construit la plateforme d'Idomi, c'est comme ça qu'on l'enrichit au fil des années. On a vu venir depuis longtemps cette idée d'un monde sans cookies, et même si notre métier initial, et la raison pour laquelle vous êtes beaucoup venus nous voir, c'est la gestion du consentement cookie, ça nous a toujours paru être une étape sur une transformation qui est beaucoup plus générale, qui est une transformation de la relation client dans laquelle on va intégrer cette notion de vie privée. Et c'est vraiment ça ce qu'on essaie de construire au travers de la plateforme d'Idomi. Je vais revenir un tout petit peu en arrière et faire peut-être un bilan de pourquoi est-ce qu'on en est là, de quelle transformation on parle. Ce n'est pas forcément nouveau pour vous, mais c'est toujours comme ça qu'on a pensé ces sujets-là. En réalité, il n'y a pas une transformation, il y a plusieurs transformations, il y a plusieurs phénomènes qui convergent autour de cette idée que la vie privée va devenir centrale dans la relation client. Nous, on dégage trois grandes idées. La première, c'est l'idée que la réglementation, l'évolution réglementaire vous force à vous pencher sur ces questions. Ça peut être assez désagréable, c'est les recommandations de la CNIL qui déboulent un beau jour et qui vous forcent à vous transformer, à retravailler toute votre analytics du jour au lendemain ou presque. Mais plus fondamentalement, ce n'est pas la seule transformation à laquelle vous assistez et qui impacte profondément vos métiers. Donc, premier point qui nous semble pertinent, c'est de prendre du recul sur cette évolution réglementaire. Ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Europe, c'est un phénomène qui est global. Et en fait, la vraie question qu'il faut se poser derrière cette évolution réglementaire, c'est pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi maintenant, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça. De notre point de vue, c'est un phénomène qui est inéluctable. En fait, cette évolution des réglementations vers plus de respect de la vie privée, plus de contraintes sur les entreprises autour de la question des données personnelles, elle arrive après de nombreux épisodes, après 20 ans d'évolution technologique, après beaucoup de dérives qui ont conduit les citoyens à demander à leur gouvernement de régler ce problème. Et si on en est là aussi, et si on subit d'une certaine façon dans nos métiers cette évolution réglementaire, c'est aussi faute d'avoir pu capter ces signaux-là à temps et d'y avoir réagi. Donc en fait, la réglementation est toujours là pour combler un manque qui n'est pas servi. Et dans la façon dont on pense la plateforme d'Idomi, et notamment sur cette question des préférences qu'on va aborder, ça nous semble fondamental. Cette articulation, dans votre relation client de la vie privée, elle ne doit pas être dictée uniquement par le cadre réglementaire parce que c'est une impasse. En fait, ça mène
à une relation client qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas désirable pour les marques. Et en tant que client d'Idomi, c'est vers ça qu'on aimerait vous faire tendre. La deuxième transformation que vous subissez, c'est une transformation technologique. C'est cette idée que des acteurs technologiques, les éditeurs de navigateurs, les éditeurs d'OS, sont aussi engagés dans une voie de transformation vers plus de respect de la vie privée, qui est aussi la résultante du même phénomène, c'est-à-dire c'est les personnes qui aspirent à plus de contrôle sur la technologie, à plus de contrôle et de maîtrise sur ce qui est fait de leurs données personnelles. Donc ces acteurs-là aussi réagissent, prennent ça en compte et adaptent leurs solutions technologiques. Donc ce qui fait beaucoup de bruit, c'est cette disparition annoncée des cookies tiers qui est critique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de business models, vous êtes un éditeur média, vous avez construit beaucoup de votre monétisation sur cette idée de pouvoir monétiser, personnaliser vos inventaires au travers de ce dispositif technologique. Mais plus fondamentalement, et ce qui nous semble vraiment intéressant, la façon dont il faut regarder cette transformation, c'est la résultante de la même attente non servie par la technologie jusqu'à présent qui conduit à cet état de fait. Le troisième facteur de changement, je dirais, c'est ce que vous disent vos clients, vos utilisateurs, et que peu de gens écoutent finalement, mais si on regarde n'importe quelle étude, n'importe quel sondage, tout est convergent, c'est-à-dire vous avez une aspiration qui est exprimée par n'importe quel internaute aujourd'hui de mieux maîtriser ce qui est fait autour de ces données personnelles, de mieux maîtriser plus globalement la façon dont la technologie va utiliser ces données. Hein. Je pense que là, on est très centré sur la question des données personnelles, mais la question est plus large. Et donc, cette attente-là n'est pas servie et c'est une opportunité, je pense, pour beaucoup de marques de remettre ça au cœur de leur stratégie et d'essayer d'articuler correctement cette attente de vos clients dans votre relation client, dans la façon dont vous pensez leur parcours, les services et les produits que vous leur proposez. Donc, je pense qu'à partir de là, que faire? C'est ça la question. On a ce constat-là, je pense qu'il est globalement partagé. Il y a peu de gens qui le contestent réellement. Il y a des gens qui ont plus de mal à l'accepter. C'est-à-dire cette transformation, elle peut être douloureuse. Il y a des métiers qui vont changer, il y a des façons de faire qui vont changer. Ce n'est pas la première fois pour tous ceux qui travaillent dans la technologie ou dans le digital que ça arrive. Ça arrive même en permanence. Donc c'est plutôt un changement qu'il est assez facile d'embrasser. Je pense qu'on en arrive là et à cause de nombreuses dérives. Donc ça, c'est un peu caricatural, mais on a aussi construit beaucoup de stratégies sur des éléments, sur des fondations qui n'étaient pas très solides. Et toute l'idée de données tierces en général part d'une forme d'imposture qui est, voilà, je vais prendre les données de quelqu'un, les utiliser sans que cette personne le sache ni le comprenne, en espérant que ça produise des effets bénéfiques. Alors ça peut produire des effets bénéfiques à court terme ou de façon assez ciblée, mais en réalité, le fondement était mauvais et donc elle est forcément tombée à un moment donné. Donc c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, je pense, à travers toute la fin tragique des cookies tiers. Mais il y a des solutions. Donc la question n'est pas de se lamenter, la question est plutôt de se dire que faire, comment traverser cette transformation. Donc pour nous, et là c'est vraiment la vision d'Idomi, la question centrale c'est regagner la confiance. La crise de confiance elle est générale, hein, c'est pas que sur les marques ou la façon dont vous traitez leurs données personnelles, c'est un mouvement de défiance qui est assez profond. Mais en tant que marque, sur votre relation client, il y a des choses à faire pour travailler cet aspect-là et construire quelque chose qui soit intéressant pour vos clients. Pour nous, il y a deux piliers fondamentaux. Il y a le pilier de la conformité, le respect de la loi. Ça, on n'a pas le choix, donc autant le faire bien et s'en servir comme atout, le valoriser. Je pense que c'est trop souvent là où on s'arrête, on fait l'effort mais on ne le valorise pas suffisamment, alors même que ça peut être reconnu. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui sont sensibles aux marques qui font cet effort-là et qui le mettent en avant. Donc ça, c'est la première dimension qui nous semble fondamentale. Donc comment reconstruire sa relation client pour créer de la confiance, embrasser les changements réglementaires de façon intéressante. Et le deuxième pilier, qui est pour nous en friche, c'est cette idée que l'expérience utilisateur, l'UX, soit profondément transformée par cette idée de respect de la vie privée. Et là, on en est vraiment aux prémices. Et ce qu'on va chercher à vous montrer ce soir à travers de l'exemple de notre produit de PMP, c'est comment est-ce qu'on peut prendre ce problème à bras-le-corps et y apporter des solutions. Donc, chez Didomi, notre vision est assez constante depuis 2017. On est convaincu que
on peut créer des relations solides avec ses clients fondées sur la confiance et sur le respect de la vie privée, et que c'est comme ça qu'il faut penser le futur, sans quoi on s'expose à revivre sans cesse la même histoire qui est celle qu'on traverse aujourd'hui. Et donc voilà, cette transformation, elle peut être positive, et c'est vraiment le message que moi je m'efforce de faire passer à chaque fois que je prends la parole, c'est qu'on peut le rejeter ou ne pas l'accepter, mais c'est inéluctable, donc autant en faire un atout, une arme pour la force de vos marques dans le futur. Donc tout ça est bien beau, j'en suis conscient, mais comment? Et c'est là où je pense que Didomi a quelque chose à vous apporter, c'est que au-delà de ces grandes déclarations que je fais avec plaisir, c'est comment est-ce qu'on fait ça concrètement, par où on commence, comment est-ce qu'on s'y prend, et comment est-ce que Didomi peut vous aider à prendre ce chemin-là et le faire d'une façon qui soit adaptée aux réalités de vos différents métiers, quels qu'ils soient. Et je vais laisser la parole à Antonio qui va vous exposer de façon un peu plus précise cette partie-là de notre vision. Tout à fait, merci Romain. Et bonsoir à tous et à toutes. Du coup, oui, OK Farming, so what? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Finalement, je vais essayer de vous ramener sur une petite histoire, très simple en parcours utilisateur. Je suis Antonio, je télécharge une app sur ma télé, Movie Streams. Très simple. Je rentre. Tout de suite, je vois qu'il y a des contenus qui est là. L'app me demande mon consentement. Ces consentements, vous les connaissez, hein, c'est un cookie banner adapté pour la télévision. Jusque là, on n'a pas demandé vraiment de mes préférences, mais plutôt mon consentement par rapport au cookie et traceur. Et ensuite, voilà, on me demande vraiment de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime. J'aime l'horreur, la comédie, le romance, le documentaire. Je préfère d'être contacté par email. J'aime pas les SMS, c'est trop intrusif. Et j'aime bien les notifications aussi, comme ça je peux être alerte à tout moment sur de nouveaux contenus. Et immédiatement, je vois mon contenu qui, en temps réel, il va s'adapter à mes besoins. Vous pouvez imaginer toutes les use cases en différentes industries, que ce soit le retail, que ce soit n'importe quel. Très important, à tout moment, je peux accéder à cette préférence. C'est un objet que je peux manipuler, je peux changer d'avis, dire voilà, finalement, je suis intéressé par autre chose. Et accéder et dire finalement, j'aime bien l'action, ou aujourd'hui, j'ai besoin de voir des films d'action. Et tout de suite, je vais pouvoir voir des contenus adaptés à mes besoins. Et tout ça, bien sûr, à travers des différents devices comme toutes nos solutions. Donc en gros, il s'agit, l'histoire ne finit pas que là, parce que je peux sortir de l'app aussi, je peux avoir sur mon device notification, comme vous l'avez vu, j'ai souscrit quelque part à un newsletter aussi, qui va recevoir des contenus. Et vraiment la beauté de ce produit, c'est deux choses. La première, c'est que vous pouvez collecter les préférences un peu dans tous les sens, mais c'est de pouvoir les relier à des finalités de traitement légal. Avant tout, bien sûr, que ce soit un cookie banner ou un centre de préférence, c'est de la collecte. Mais la beauté, c'est qu'il faut quelque part le mettre dans un coffre-fort qui est sécurisé, où tout est relié, tout est légalement compliant, on va dire. À tout moment, je peux sortir des preuves aussi pour me défendre en cas de litige et vraiment m'acheter de la sécurité. Parallèlement à ça, bon, bien sûr, il a tout le côté marketing, les bons messages à la bonne personne, au bon moment, par le bon canal. Donc, les avantages. D'abord pour vos clients. Premier point, c'est un contrôle des données partagées, un accès facile aux préférences, une création de sa propre expérience online et offline, parce que, bien sûr, on a tout un éventail des API qui nous permet aussi de créer des expériences en boutique, pour que les gens, comme certains de nos clients, comme Decathlon aujourd'hui, collectent des préférences directement en caisse ou créent des comptes aussi, ce qu'on appelle un consentement délégué. On donne le consentement à une personne et ensuite cette personne le saisit à notre place. Et des contenus de communication plus adaptés à mes besoins, donc plus efficaces et plus intéressants, plus engageants. Pour vous, c'est une conformité avec les différentes régulations privacy globales, une structure de traçabilité des données communes à toutes les questions posées aux utilisateurs. Donc chaque question est fondée légalement et il y a un sens aussi.
ce qui la rend très compliant, surtout en termes de RGPD. Une meilleure connaissance des clients via l'analyse approfondie de ses choix. Une communication plus ciblée et donc plus performante et plus adaptée. Et finalement, une fidélisation basée sur la création d'expériences et de la confiance. Et vous avez des questions? Non? Vous me suivez? OK. Et finalement, qu'est-ce qui est... parce que là, on a une première version du produit qu'on a sortie. Qu'est-ce qui vient? Tout d'abord, ce qu'on appelle les embeddable widgets. En gros, c'est des petites questions qu'on peut mettre par ici et par là, dans toutes les parties du parcours utilisateur, pour les poser des questions, et tout ça centralisé, bien sûr, sur les coffres-forts. Des versions aussi, parce qu'il faut pouvoir prouver comment celle-là a été collectée à un moment donné dans le temps, parce que vous pouvez updater votre centre de préférence constamment, donc des versions de release. C'est un moment où vous avez un litige, c'est quelqu'un qui dit il a 6 mois, on a collecté mes préférences et ils ne sont pas respectés. Vous pouvez dire non, non, voilà, c'est comme ça qu'on les a collectés, voilà la version. Des supports multilangues. Aujourd'hui, on crée un widget par langue, ce qui va aussi s'intégrer bien avec différentes versions du site. Et donc une version qui lit un peu l'adresse IP du client et finalement il s'adapte en temps réel à sa langue. Et User Choice Management, donc un Delegated Consent Self-Service Widget. Donc en gros, c'est pour la boutique, quand on sort de l'offline, ou de l'online et qu'on va dans l'offline, que ça soit très facile d'intégrer dans Bokeh, dans les tablettes, un peu dans tout type de support. Et donc, je voulais aussi vous présenter un peu plus de vision, un petit avant-goût du futur, parce que, comme on l'a dit, on est vraiment sur des expériences aujourd'hui. On prévient la collecte, il faut être compliant, tout ça. Mais comment on crée des expériences? Et donc, l'hypothèse ou la question, c'est est-ce que les expériences utilisateurs peuvent-elles être au fondement de consentement aussi? Et donc, on a fait une petite research qu'on appelle les projets de consentement aux expériences digitales. Le challenge de ces projets, c'est de ne pas... Bon, le challenge n'est pas d'accroître le taux de consentement, comme l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais aussi d'inventer un nouveau moyen de définir comment je vais être traité sur Internet. Non seulement comment je vais être traité, de travailler avec quelqu'un ou de faire confiance à une boîte ou à un site web pour m'assurer que ces choix sont toujours respectés. Donc, quelque part, c'est moi qui est maître de mon expérience. Donc, l'hypothèse, pour nous, c'est que nous croyons qu'un nouveau standard de catégorie de finalités de traitement, basé sur des niveaux d'expérience et de personnalisation, peut fortement augmenter la clarté et garantir la compréhension de l'utilisateur envers ses choix. Aujourd'hui, le seul standard qu'on connaît, c'est le TCF, qui est remis en question très fortement en ce moment. Donc, comment on réinvente ça? Comment on peut venir créer quelque chose au-dessus, qui est plus simple, qui est plus transparent, qui finalement, je ne suis pas juste en train de consentir, mais vraiment de définir quelle est l'expérience et comment je vais être traité dans la web. Et donc voilà, c'est un petit prototype où on réimagine un consent notice différemment, où en gros, après une grosse research, on a traité des milliers de finalités de traitement créées par tous nos clients, qu'on a trié, qu'on a catégorisé, qu'on a finalement créé des catégories. Et à la fin, il y a quelque chose qui s'est révélé, c'est qu'on n'est plus sur des finalités de traitement, on est sur des niveaux d'expérience. Ici, on peut, au lieu de demander le consentement, on pourrait dire choisis ton niveau d'expérience et de personnalisation. Est-ce que tu veux avoir une expérience anonyme, qui finalement est égale à cookies basiques et cookies que je ne peux pas refuser, parce qu'ils sont nécessaires à l'utilisation du site? Est-ce que je veux avoir une expérience personnalisée, avec des contenus personnalisés? Et je pense que c'est là qu'on commence à faire la convergence un peu entre les préférences et le consentement. Est-ce que je veux avoir une expérience analysée? Je vais contribuer avec mes data, tout comme quand on achète un Mac et qu'on me pose la question, est-ce que tu veux partager tes données avec Apple pour améliorer le produit?
ou est-ce que je vais être suivi par la paire de chaussures qui te suit partout. On parle par la définition que c'est quelque chose d'intrusif, mais il y a des gens qui aiment bien aussi se rappeler, aller sur YouTube et voir que la bannière appelle ou la bannière réapparaît. Et donc voilà, n'oubliez pas que la conformité plus l'expérience est égale à la confiance. Et je demanderai un petit applaudissement pour Julien Killers, que moi je prends tout le crédit, mais c'est lui qui développe, c'est lui le mastermind derrière l'exécution de ces produits. Merci. Avec ça, Charlotte. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, le but de ma partie va être de vous expliquer comment nos clients, qui nous font confiance déjà depuis quelques années, ont intégré notre outil, notre produit, notre Preference Center au sein de leur parcours utilisateur. Donc on a des clients, comme je dis, depuis quelques années, de différentes industries qui adressent des problématiques complètement différentes, qui vont utiliser notre module pour collecter les préférences et les consentements utilisateurs afin d'offrir une expérience beaucoup plus personnalisée. Donc ça peut se traduire par différentes façons d'implémenter notre solution. Donc soit on a des clients qui choisissent d'utiliser un widget qu'ils insèrent dans une page, donc c'est la page dans laquelle leurs clients, leurs utilisateurs vont pouvoir gérer leurs préférences au cours du temps et les changer à n'importe quel moment. Et on a d'autres clients qui ont choisi d'inscrire ce produit et cette page directement au sein de leur parcours utilisateur. Donc ça peut être soit directement dans le compte utilisateur, dans le compte adhérent, ou encore lors de la souscription, ils vont demander à leurs utilisateurs, ils vont leur demander de renseigner certaines données et en même temps de renseigner leurs préférences utilisateurs. Donc le premier exemple que je voulais vous montrer, c'était l'exemple d'un de nos clients, un de nos plus anciens clients d'ailleurs, sur cet outil-là. C'est Decathlon, donc une marque connue des Français et appréciée, qui a intégré le Preference Center directement au sein de son espace adhérent. Donc comme vous voyez sur la page d'accueil, on retrouve directement une invitation pour l'utilisateur à inscrire et à renseigner ses préférences, donc liées au sport notamment, pour leur permettre d'avoir une expérience beaucoup plus personnalisée, permettre de communiquer avec eux, que ce soit par exemple les emails marketing, de manière ciblée et cohérente, pertinente. Et vous voyez aussi dans ce menu-là, sur la gauche, il y a aussi préférences de communication, donc qui va être un autre module qui va permettre à l'utilisateur d'aller directement régler et choisir la manière dont il veut qu'on communique avec lui. Et donc, si on se concentre donc, sur l'onglet sport, donc là, vous voyez, on a un utilisateur qui a choisi les sports qui l'intéressent et ça va permettre à Decathlon de communiquer avec lui sur des sports ciblés et de réduire considérablement l'opt-out de l'ensemble des utilisateurs. Si on va un peu dans le détail, donc là il y a aussi une partie mensuration qui va également servir à Decathlon parce qu'on va demander à l'utilisateur sa taille, son poids, ses mensurations et c'est mentionné d'ailleurs directement dans la page. Decathlon peut me proposer des produits et services adaptés à ma morphologie. Donc on va vraiment avoir une communication ultra ciblée et ultra personnalisée qui va encore permettre moins d'opt-out et ça c'est des KPI qu'on surveille avec les clients très régulièrement et on constate une nette amélioration sur les taux, beaucoup plus d'opt-in et beaucoup moins d'opt-out. Et aussi, au niveau des ventes, vu qu'on communique de façon beaucoup plus ciblée avec l'utilisateur, on constate aussi une amélioration au niveau des ventes. Ensuite, donc la dernière partie du Preference Center de Decathlon, c'est la partie préférence de communication, où là, on va inviter l'utilisateur à renseigner la manière dont il veut qu'on communique avec lui, c'est-à-dire par quels moyens, est-ce que c'est par SMS, est-ce que c'est par email, et les sujets qui l'intéressent. Donc, est-ce qu'on va lui pousser une product update, est-ce qu'on va lui pousser une newsletter, est-ce qu'on va lui proposer des offres promotionnelles. Donc, on va collecter granulairement pas mal de données et d'informations sur la manière dont l'utilisateur souhaite qu'on communique avec lui. Un autre exemple, donc ça c'est justement quand l'utilisateur a fait ses choix, on lui envoie un petit mail donc qui sert aussi bien évidemment de centralisation et de preuve. Donc on a aidé à Decathlon non seulement sur le plan légal d'être en conformité et de centraliser l'ensemble de leur consentement, mais aussi d'améliorer la manière dont ils communiquent à leurs utilisateurs, tout en respectant leur UI et UX. C'était très important pour Decathlon d'intégrer notre Preference Center directement dans leur page adhérent. Donc ils peuvent utiliser une technologie technique robuste et avoir une personnalisation de leurs préférences, de leur page liée à la gestion des préférences.
Un autre client, donc là c'est plus pour les publishers et les médias, donc un gros média belge qui avait plusieurs problématiques qu'il souhaitait adresser avec nous. Donc la première problématique un peu classique, donc de choisir comment communiquer correctement avec son client, comment lui envoyer des product updates claires et pertinentes, pareil pour les newsletters. Ça vient juste après justement la collecte d'informations liées au nom, email, sexe, etc. Donc ça intervient au moment de la création du compte. Donc dès qu'un utilisateur va créer un compte, on va en même temps collecter ses préférences pour communiquer de manière pertinente avec lui. Donc voilà, cas un petit peu classique. Et le deuxième use case, donc c'est la petite fenêtre que vous voyez à droite. On a travaillé avec eux. Donc en fait, dès qu'un utilisateur va visiter le site, donc va lire des articles, au bout de la 3e page visitée, on va pousser une petite pop-in à l'utilisateur pour lui demander s'il est d'accord pour qu'on croise donc, ces données de navigation avec les données qu'on a collectées lors de la création de compte, donc ces données liées au sexe, au genre, des données un petit peu plus sociologiques. On a 60% justement d'utilisateurs qui acceptent que leurs données soient croisées. Et donc ça, en fait, pour Mediahuis, ça leur sert à faire de la publicité beaucoup plus personnalisée, de la publicité ciblée. On pousse toutes ces informations à leur ad serveur et on a une publicité beaucoup plus pertinente pour l'utilisateur avec des taux qui marchent, des taux très satisfaisants avec, comme j'ai dit, 60%. Et un dernier use case que je voulais vous présenter, qui est celui de Pierre et Vacances, et on a d'ailleurs une personne de chez Pierre et Vacances ici avec laquelle je travaille régulièrement. Donc aussi un de nos plus anciens clients qui nous a fait confiance depuis le début. Et donc la problématique pour Pierre et Vacances était un petit peu différente parce qu'ils gèrent plusieurs marques au sein du groupe et ils avaient beaucoup de mal à centraliser l'ensemble de leur consentement. Donc ça crée des problèmes juridiques et de compliance. Mais aussi les communications utilisateurs c'était compliqué pour chaque marque de savoir comment communiquer avec les utilisateurs sur quel sujet. Donc là, on a une utilisation de notre technologie assez classique. Donc c'est notre page, notre produit avec l'interface d'Idomi qu'on propose que vous pouvez bien évidemment personnaliser. Une implémentation un petit peu plus classique. Et donc pour chaque brain, l'utilisateur va pouvoir renseigner la manière dont il souhaite qu'on communique avec lui et également ses préférences, encore une fois, sur la fréquence et le type de communication, avec toujours la petite confirmation envoyée au client par email. Et pour terminer, on a un dernier client aussi qui a un use case qui peut être intéressant. On parlait tout à l'heure du consentement délégué. Donc c'est Ilti, qui est une entreprise plutôt B2B dans la construction, le matériel de construction. On va les aider à collecter les consentements de leurs utilisateurs via leurs commerciaux. Donc quand leurs commerciaux vont dans les différentes entreprises, ils vont grâce à leur tablette collecter les consentements de leurs propres clients. Et ça, c'est la technologie d'Idomi qui leur permet de faire ça. Et c'est un véritable avantage concurrentiel pour eux de confiance en la marque. Et ça, on sait que c'est très important. Plus un utilisateur a confiance en la marque, plus les taux d'opt-out seront intéressants. Et je vais laisser du coup Raphaël intervenir un petit peu plus précisément sur le ROI, justement, ce que justement vous gagnez nos clients grâce à l'implémentation de ce produit. Merci Charlotte. J'espère que vous êtes toujours avec nous entre les nouveaux frameworks, les préférences, de gros chamboulements. Donc il y a beaucoup de bénéfices, on l'a vu. Premièrement, c'est la compliance. Comment justifier finalement qu'on a bien collecté ses consentements et ses préférences dans une optique, on va dire, multicanal. Il y a cette collecte de préférences, donc cette collecte de zéro et first party data qui est le casse-tête de une bonne partie d'entre vous. Et il y a également la partie gestion des bases. C'est très compliqué d'acquérir des emails de façon légale, des opt-out et des opt-in, pardon. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que ce centre de préférence, c'est un endroit finalement où il y a beaucoup plus de granularité. Et quelqu'un, en fait, c'est pas blanc ou noir, c'est peut-être gris. C'est juste choisir la bonne fréquence de communication. Et on l'a vu, on l'a déjà expérimenté, c'est-à-dire qu'en fait, les taux d'opt-out, ne serait-ce que sur le cas du newsletter ou de l'emailing, sont assez révélateurs et c'est assez facile de faire en fait une étude sur la rentabilité. Donc ce qu'on peut voir sur un taux d'opt-out qui serait réduit grâce à votre préférence management platform, si on baisse de 2 points par exemple sur un échantillon de 100 000 mails envoyés et finalement qu'on a 2000 on va dire emails qui sont envoyés en moins, qui sont opt-out en moins,
pour une valeur finalement qui permettrait de gagner un client pour une valeur moyenne de 300 €, bah, assez rapidement, ça fait un delta important de 600 000 € dans l'exemple présent. Et ça, on est sur un échantillon de 100 000 emails. Donc bien sûr, à adapter entre un advertiser, une marque et un publisher. Mais aujourd'hui, il y a aussi comment on fait pour avoir de la rétention suffisamment forte. Et le Preference Center, à travers sa granularité et la possibilité qu'on laisse au client de faire son bon choix, la bonne fréquence, ça permet de limiter l'attrition sur les bases. Et ça, on le voit notamment. On analyse des data clients, on analyse également notre propre data. Et ce qu'on a pu voir quand on a implémenté notre propre solution, c'est avant, c'était assez classique en termes de parcours d'opt-out classique. Et la mise en place de cette solution nous a permis en fait d'avoir moins de personnes qui sont désinscrites et qui ont plus réglé leur fréquence finalement, plutôt que de tout simplement d'essayer de partir, puisqu'en fait elles recevaient trop, elles étaient sursollicitées. Surtout qu'on peut avoir des périodes dans lesquelles il y a beaucoup d'actualités chez Didomi. Et ensuite, on voit qu'on arrive à des tendances qui sont à peu près stables, mais bien meilleures que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc, dans cet enjeu de confiance, ça se traduit également sur un ROI qui est assez évident. Et ça, c'est un peu un des 3 piliers. Si on met à côté la compliance, donc éviter d'avoir des litiges, comme le disait Antonio un peu plus tôt, et également la partie de collecter des préférences zéro et first party data. Et du coup, ça s'inscrit, il y a vraiment un schéma entre guillemets où il y a un peu la partie, on va dire, nécessaire mais pas suffisante aujourd'hui pour réussir son business, donc la partie compliance. Beaucoup de clients historiques qu'on connaît très très bien ici, qui ont des sites qui sont assez importants, qui sont dans les viseurs parfois du régulateur. Donc il y a la partie conformité, mais à travers ça, on garde cette vision forte que portait Romain sur la partie confiance. Comment on fait finalement à travers cette plateforme, donc ce Preference Management Platform, pour finalement donner au client le contrôle, lui permettre au bon moment de partager l'information qu'il veut pour finalement en faire une marque très forte. Et on voit un lien de corrélation quand même assez évident dans les demandes, dans les sujets qu'on peut avoir avec nos équipes, entre les marques qui sont très appréciées, qui ont une forte brand awareness et qui ont envie d'anticiper finalement pour proposer l'expérience la plus transparente dans un monde qui est quand même très compliqué. On essaie de lutter, il y a les taux de consentement qu'on veut maintenir à un certain niveau. On voit parfois, on voyait en tout cas il y a quelques années encore à des boards la compliance, quelque chose qui tue le business. Et on voit tout ça qui change complètement et une volonté finalement de se dire il faut embraser ce mouvement et on va mettre des moyens pour finalement respecter l'utilisateur final. Et ça génère un ROI dans tous les cas qu'a présenté notamment Charlotte et sur notre autre échantillon client.